il faut écarter un malentendu. La réflexion spinoziste sur la démocratie absolue, fondée sur le concept de puissance, peut donner à un lecteur hâtif, à un lecteur qui aurait lu Spinoza un petit peu trop vite, l'impression que cette démocratie absolue, chez Spinoza, n'est finalement qu'un autre nom de la tyrannie, d'un despotisme, une philosophie ou une politique, plus exactement, de la toute-puissance. Et que, par conséquent, il faut jeter Spinoza, philosophe maudit du XVIIIe et du XIXe siècle, jeter Spinoza en même temps que le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, auquel il est censé, selon moi, servir de fondement. En fait, il faudrait les jeter tous les deux à la poubelle. Ce n'est évidemment pas du tout ce que j'avais l'intention de dire. L'aspiration à un accroissement de puissance, qui est effectivement au fondement de la pensée spinoziste, voire l'aspiration à la plus haute puissance possible, eh bien, n'est pas nécessairement synonyme d'une volonté de toute puissance, caractéristique de ces États totalitaires qui soumettent leurs sujets en les dissolvant dans une masse. Au contraire, dans le traité théologico-politique, Spinoza considère que cette puissance maximale est caractérisée, je le cite, par la modération. Vous trouvez ça à la page 327 de la traduction GF du traité théologico-politique. Le critère qui permet de vérifier que ce principe de modération ou d'autorégulation opère bien, c'est la sécurité ou la paix consubstantielle à l'intérêt général, car on sait que, et les travaux d'Hannah Arendt le rappellent encore, que l'une des caractéristiques de l'État totalitaire est d'opprimer ses propres citoyens. Je vous renvoie ici à une idée forte développée par Hannah Arendt dans La nature du totalitarisme. Pourquoi la recherche d'un maximum de puissance ne tourne-t-elle pas nécessairement à la plus effroyable des tyrannies ? Eh bien, Étienne Balibar éclaire cette difficulté du traité politique, chapitre 10, paragraphes 4 à 6, en soulignant que l'État absolu réalise, je le cite, un équilibre, une auto-limitation. L'État fort, continue Étienne Balibar, absolu, est celui qui contrôle son propre pouvoir. Le moins absolu de tous étant l'État qui tente d'interdire par la loi les vices qu'il a lui-même produits. Vous voyez ça dans Spinoza et la politique, au PUF, page 84. La définition de l'intérêt général est donc le critère indispensable qui permet de juger du caractère totalitaire ou modéré de la démocratie spinoziste ou de la démocratie chinoise ici. C'est à sa lumière qu'on comprend le risque de dérive totalitaire et l'importance qu'a pu prendre, en Chine donc, l'intensification de la lutte anticorruption menée par Xi Jinping. Le paradoxe ici est que la préservation des vertus modératrices de la démocratie absolue suppose une intensification de la lutte auto-révolutionnaire à l'intérieur du parti, qui doit se purger en permanence de ces éléments déviants. Et on commence peut-être à mieux comprendre pourquoi, pour Spinoza, comme pour Xi Jinping, un système de contre-pouvoir ne présente pas autant d'intérêt que le principe idéal d'une autorégulation de la puissance publique. Cela ressort de la lecture du traité politique, donc de ce chapitre 10, paragraphes 4 à 6. Étienne Balibar dit à ce sujet, je le cite, « La cause fondamentale des vices des citoyens comme de leurs vertus réside toujours dans le mouvement des institutions elles-mêmes. » Donc dans le même texte, page 84 toujours, et il insiste, Étienne Balibar insiste, « On en conclura que la clé du salut pour le corps politique réside dans la qualité des institutions. » Fin de citation, toujours page 84. Il faut donc sans doute distinguer la forme des institutions et la qualité des institutions, c'est-à-dire les fins qu'elles servent et la cohérence des moyens qu'elles mettent en œuvre en vue d'atteindre ces fins. Pour Spinoza, il n'est pas besoin
et il ne s'agira nullement, pour les améliorer, de diviser ou de séparer les institutions de l'État afin de les dresser en contre-pouvoir les unes des autres, comme Montesquieu l'a proposé par exemple avec son principe de séparation des pouvoirs, mais il faut et il suffit, je le cite, qu'un État, imperium, soit institué de telle sorte que tous, gouvernants et gouvernés, fassent, qu'ils le veuillent ou non, ce qui importe au salut commun, c'est-à-dire que tous, de gré ou de force, ou sous la contrainte de la nécessité, puissent vivre selon le précepte de la raison. Ce qui arrive lorsque les affaires de l'État sont ordonnées de telle sorte que rien de ce qui concerne le salut commun ne soit commis absolument à la loyauté de quiconque. Fin de citation. Vous trouvez ça donc dans le traité de l'autorité politique, dans le traité politique, au chapitre 6, paragraphe 3. On déduit de ces lignes l'importance d'une autorité de la loi qui repose sur l'objectif du salut commun. Or, cette finalité est essentielle à la définition de l'état de droit à la chinoise. La différence historique est que la Chine a hérité la sienne de sa tradition légiste, évidemment, et non pas de Spinoza. Je vous renvoie évidemment aux discussions antérieures sur les racines légistes de la doctrine chinoise. Ramenée à une méditation sur la souveraineté, l'opposition de Spinoza à Hobbes peut être estompée dans le sens d'une convergence de l'essentiel, à savoir les fins de la politique et l'absolutisme comme moyen. Au regard de la question des fins, c'est-à-dire la liberté et la sécurité, et du moyen, c'est-à-dire la puissance souveraine, toute autre différence conceptuelle et méthodologique mises à part, les divergences apparaissent accessoires au fond et peuvent être minimisées. Alors, je ne veux pas nier les différences qui démarquent les deux auteurs, Spinoza et Hobbes, mais faire remarquer qu'elles peuvent servir un même projet de société harmonieuse, c'est-à-dire pacifiée, satisfaisant le besoin humain de sécurité, dans un esprit de contribution, c'est-à-dire un projet qui est au fond aux antipodes de cette tyrannie ou de ce totalitarisme que leurs détracteurs voient dans l'absolutisme. Bien des présupposés sont différents, évidemment, chez l'un et l'autre, puisque Hobbes construit sa politique à partir d'une science de l'homme, alors que Spinoza fonde la sienne dans une métaphysique de la substance. En première lecture, on peut voir chez Hobbes un défenseur de la monarchie, auquel s'opposerait Spinoza comme défenseur de la démocratie. Mais on peut se demander si ces différences de vocabulaire vont à l'essentiel. Il me semble qu'il y a au moins deux raisons de lire Hobbes et Spinoza comme des philosophes complémentaires plutôt que comme des adversaires irréconciliables ou incompatibles. Et ces raisons sont utiles à la compréhension de la spécificité du modèle chinois. On peut y revenir puisque, comme je l'ai plusieurs fois souligné, Hobbes est, à la différence de Spinoza, un auteur classiquement lu et commenté par les universitaires ou les politologues actuels. Je pense notamment à Yang Xuetong. Bon, je n'en dis pas plus pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast pour examiner d'un petit peu plus près cette question d'une lecture que je qualifierais de convergente, une lecture convergente de Hobbes et de Spinoza. Commentaire qui risque un petit peu de surprendre puisque, comme vous le savez, on a l'habitude de les opposer. Mais je m'en tiens là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour cette discussion dans un prochain podcast. Belle journée à tous en attendant.